Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui m'a été énormément demandée. Les 10 incohérences les plus folles de One Piece. Comme vous le savez, One Piece, ça fait 30 ans que ça existe. C'est évident qu'avec une œuvre pareille, il y aura des moments où Oda ne va peut-être pas forcément maîtriser son sujet. J'ai pas envie d'être dans les sauces ou quoi. N'hésitez pas à liker, à commenter, les gars, comme d'habitude. Abonnez-vous, parce qu'on rush les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. On est déjà en mai, là. Faut se dépêche, hein. Incohérence de One Piece que tous les fans du manga doivent connaître. Mais attention, le but de cette vidéo n'est pas d'attaquer Oda en listant tout un tas d'incohérences. Ah, si. Ah, moi, je regarde cette vidéo pour cancel Oda, hein. Ah, sinon, ça m'intéresse pas. Et d'expliquer pourquoi il est naturel d'avoir des incohérences C'est un mauvais mangaka, dans une histoire de plus de 25 ans. Et sachez que parmi ces incohérences, certaines seront spéciales. Commençons par la plus logique, qui est bien sûr Shanks au village de Fushia. Alors ce n'est pas le fait qu'il y soit qui soit une incohérence, mais plutôt son altercation avec le bandit Iguma. Le Bah, pourquoi c'est un problème? bandit lui avait manqué de respect ouvertement, l'avait insulté, et y avait explosé la bouteille de rhum que le pirate lui avait gentiment tendue, avant Ouais. de partir en l'insultant. Jusque-là, tout est normal. Le souci, c'est qu'avec le databook Red de One Piece, où on a quelques informations sur Shanks, on apprend qu'en fait, à ce moment-là, le nom de Shanks avait fait le tour du monde, et qu'il avait une prime de 1 milliard 40 millions de berries. Ah oui, d'accord. Donc en fait, t'insinues que le vieux pilleur des montagnes, il aurait dû le connaître avant? Ouais, bah alors, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que je me dis, on est à East Blue. East Blue, c'est le tuto de One Piece. East Blue, en fait, il y a que les bandits de Wish. Donc à aucun moment, tu te dis qu'un mec à 1 milliard de berries va se ramener là-bas. Voilà. Genre, ça m'étonnerait pas que le gars, il ait pas eu la news. Hein. Je rappelle que les événements liés à Shanks à son passé par rapport à Eledia sont canons, mais que les événements propres au film Red, eux, ne le sont pas. Et donc, par rapport à comment Oda a construit son univers, sur comment les informations font le tour du monde, et comment les pirates ayant une prime énorme se font très vite reconnaître, aujourd'hui c'est juste impossible qu'Iguma ne puisse pas reconnaître Shanks à ce moment-là. Surtout qu'un pirate avec un chapeau de paille et 3 cicatrices sur l'œil, ça se reconnaît, évidemment. Ouais, mais en vrai, enfin, tu sais, parfois, je pense que parfois, tu sais, tu vois des primes qui passent comme as. Voilà, bon, t'es là à 1 milliard de berries, je sais pas quoi. Mais tu t'attends pas à ce que le mec, il soit là, en fait. Je me dis, la probabilité pour croiser un mec à 1 milliard à East Blue sur une petite île qui est Fushia, c'est comme si Imu, il débarquait à Fushia, frère, tu sais. Il y a toujours des exceptions avec des personnages Bah qui après, sont Imu, au personne courant de rien, le connaît et cela pour le est fait coup. de façon à avoir de l'intrigue dans l'œuvre. Peut-être qu'Iguma fait partie de l'un d'entre eux et vivait dans une cave. Mais en tout cas, à chaque accomplissement d'un pirate, le monde entier regarde toujours les informations. Mais en plus, le gars a dit que c'était un pillard des montagnes. Donc c'est un petit bandit qui doit vivre dans des endroits reculés et faire des guet-apens dans les montagnes de la zone. Donc peut-être qu'il a pas eu la prime. Hein. En fait, pour moi, là, c'est pas une incohérence, tu vois, pour le coup. Ça peut être expliqué facilement. Jusqu'à East Blue, quand Luffy a eu sa prime d'1 milliard 500 millions, quand Shiki s'est évadé d'Impel Down, ou encore quand l'exécution de Ace était annoncée. Sur cette mer, Zoro, Don Krieg, Arlong étaient déjà très connus. Même Jinbe était un nom connu d'East Blue. Ouais, en c'est plus, vrai. si on prend en compte le fait que les duels entre Shanks et Mihawk faisaient grand bruit, alors le visage de Shanks devait être connu. Pour moi, à mon sens, cette incohérence est simplement due au fait que l'auteur n'avait pas pensé à ce moment-là à tout le passé de Shanks en détail. Et c'est normal, là on parle d'une révélation 25 ans après le début de l'œuvre. Je ne dis pas qu'Oda n'avait pas prévu que Shanks soit un personnage important et puissant, je dis simplement que toute l'histoire de Shanks n'était pas établie. Et c'est Ouais, non, moi je pense que ma théorie elle est valable. Et voilà, parce que c'est vrai que quand il lui parle. Enfin, c'est possible, les gars. Alors, ça paraît what the fuck, hein. Mais regardez, Luffy, il a une prime de je sais pas combien de milliards. Il y a des mecs qui le connaissent pas. Hein. Vraiment, il y a des mecs. Alors, là où j'en suis dans Elbaf, le mec il se balade, il croise des gens, il y a des gens qui le connaissent pas. Hein. Il y a des gens qui l'ont jamais vu. Et pourtant, le gars, il a une prime qui est supérieure à Shanks par rapport au 1 milliard, tu vois. Bon, alors maintenant, Shanks, c'est n'importe quoi. Mais c'est tout ça pour vous dire que c'est possible qu'il y ait des mecs avec des primes de 1 milliard qui se baladent et qu'il y ait des gens qui les connaissent pas. Voilà. D'autant plus si c'est un pillard des montagnes, que le mec qui vit reculé, voilà, dans loin là-haut, là, et qui fait des pillages et qu'il attaque des diligences, je sais pas, tu vois. surtout très drôle de Moi, je voir un trouve ça pirate ok. de 8 millions de berries venir flex sa prime sur un pirate en valant 1 milliard. Mais la vraie question c'est, est-ce que Iguma connaît Honkai Star Rail? Dans les Wesh confins- l'OP. Ah ouais, ça a calé l'OP en légende. Mais dans l'arc Romance Dawn, la plus grosse incohérence, c'est bien sûr que Shanks ait dû perdre un bras pour Ah ouais, alors ça par contre, là-dessus, moi je suis totalement d'accord. Hein. Est-ce que c'est une incohérence? Je sais pas, parce que pour moi tout est explicable. En fait, quand t'as une telle patte d'écriture et un tel génie dans l'anticipation, parce que Oda c'est le roi des foreshadowing, pour moi, rien n'est
les laisser au hasard, tu vois. C'est vrai que Shanks, le gars, il satellise un amiral en 5G à Wano en dégainant à peine l'épée du fourreau. Le pauvre amiral, il est en train de remplir sa couche. Et là, tu dis, il y a un vieux monstre des mers qui lui nique le bras. Il y a plusieurs raisons à ça pour moi. Déjà, la première chose, c'est que je pense que vu que c'était dans les premiers tomes, il fallait une scène marquante, choquante, captiver le lecteur. Waouh. Et cette scène-là, elle peut marquer. Parce que c'est vrai que Is Blue, tu me demandes les scènes marquantes d'Is Blue, celle-là, c'est l'une des premières scènes qui fait que t'as une accroche, t'es là, et tu t'accroches aussi au personnage de Shanks grâce à ça. Parce que il y a un peu ce délire, c'est un peu le grand frère spirituel, entre guillemets, de Luffy. Donc tu te dis, vas-y, pourquoi pas. Après, maintenant, si on revient dans le lore, enfin, frère, à partir du moment où le mec, il met à sa merci un marine en 5G, alors que le gars, il est à plusieurs kilomètres de distance, juste avec son fluide royal, mais non, mais alors jamais de la vie, le monstre des mers, il le fait choper, hein. Il le chope, hein. C'est impossible. Non mais alors, c'est impossible, hein. Vraiment, et me parlez pas d'effet de surprise ou quoi. Il y a aucun monde où Shanks se fait choper arracher son bras, voilà, par un monstre des mers. Voilà, c'est... Le mec débarque à Marineford, il arrête la guerre. Il arrête la guerre à lui tout seul. Il y a tous les amiraux, hein. Il y a tous les corsaires, il y a Sengoku, il y a Garp, il y a toute la marine qui est là, plus quelques pirates. Le gars arrive, il a même pas besoin de se battre, tout le monde se chie dessus. Akainu, il enchaîne les kills triplés, il a débloqué son mitrailleur hélico. Shanks il débarque, Akainu il se chie dessus. On n'a pas vu Akainu se chier dessus de toute la guerre au sommet. Shanks il arrive, il est en panique, il commence à avoir des gouttes. Pour moi les gars, moi je pense sincèrement que c'est pas une incohérence. Moi, alors, en fait, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai pas arrêté de critiquer le bail, mais je le dis, je pense que c'est pas une incohérence. Et j'ai même envie de dire carrément que Oda, il prévoit quelque chose, en fait. Il prévoit quelque chose, tu vois. Peut-être qu'il y a un délire avec le bras, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, Shanks, il voulait faire une passation, tu vois. En fait, je sais pas. Mais en fait, il y a un monde où cette scène-là, on la revoit peut-être dans 5-6 ans plus tard, dans la POV de Shanks, et en fait Shanks il avait peut-être une raison de se laisser goumer par le monstre des mers, parce que sinon ça n'a aucun sens, Sauver Luffy. Aujourd'hui, avec les informations qu'Oda a données sur la puissance du personnage à ce moment-là dans la chronologie de l'œuvre, c'est incohérent. Et même le scénario... Surtout qu'en vrai il aurait pu faire du fluide ou quoi, et tu sais faire en sorte de pas se faire choper son bras. C'est pour ça que je vous dis, enfin ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je pense que c'était volontaire. Voilà, qu'il y a une vraie volonté à ce que Shanks il perde son bras, et peut-être que Shanks lui-même voulait perdre son bras, tu vois. Parce que le gars, il sent des choses, il a fluide perceptif, il a tout, pour moi, c'est peut-être le meilleur perso en termes de maîtrise de Haki. Et là, il se fait choper par un monstre marin, non. Ayo ou Iguma arrive à échapper à Shanks avec un écran de fumée, alors que bon, avec un Haki bien entraîné, ce n'est pas un problème. La réponse à tout cela est que l'idée de faire perdre un bras à Shanks vient de son assistant de l'époque, Takanori Asada. En effet, le Weekly Shonen Jump est un magazine où très vite les œuvres peuvent se faire annuler si elles ne marquent pas le lecteur. J'explique tout cela. Ah ouais, bah c'est ce que je disais au début dans ma vidéo sur l'histoire de Eiichiro Oda. Ainsi, Asada a donc opté pour ce choix, et il a eu raison. Ce chapitre 1 rend le personnage Shanks beaucoup plus intéressant et intriguant. L'histoire de Chapeau de Paille est beaucoup plus émouvante, et le lecteur attend impatiemment les retrouvailles entre Shanks et Luffy. Donc après coup, c'est vrai que c'est incohérent, mais si ça a permis à One Piece de devenir un des meilleurs shonen du monde, tant mieux. Sinon, en vérité, Yasop aurait pu abattre le monstre marin à distance, et voilà, c'est réglé. Mais bon, celui-là qu'on a besoin de lui, il est jamais là. Faut demander à Usopp. Mais ce n'est qu'une incohérence parmi tant d'autres. Il y en a encore d'autres très surprenantes. Et sachez... Ouais, mais tu vois, alors, imaginons que ça soit une incohérence totalement assumée de la part d'Oda pour choquer les lecteurs. En fait, rien n'empêche, bien plus tard dans le récit, de justifier cet acte-là, tu vois. Peut-être qu'au début, tu savais que ça allait être incohérent parce que t'avais pas forcément l'histoire de Shanks, et au fur et à mesure où tu peaufines ton récit, où tu avances dans ton récit, peut-être que tu peux apporter de la cohérence à cet acte qui n'était pas cohérent de base, tu vois. Parce que, vu que One Piece est toujours en cours, si tu veux, tu peux rebondir sur des petits trucs comme ça. Et voilà, c'est pas parce que là, maintenant, c'est incohérent que plus tard, Oda, peut-être, tu vois, en fait, il y a plein de choses comme ça. Peut-être qu'il l'avait pas prévu de base, mais peut-être que plus tard, il pourra justifier ça. Spéciaux sont en fait des incohérences perçues comme telles par la communauté, tu peux mais qui en sur plein de fait trucs. n'en sont pas. Et pourtant, on peut les voir plein de fois être cités sur des forums, dans des vidéos YouTube, ou dans des débats enflammés sur Twitter. Attention, hein, ce n'est pas un clash contre quiconque, je veux juste qu'on arrête de dire qu'Oda fait des erreurs. Parce qu'une incohérence dans un manga, c'est quand un fait n'est pas cohérent avec les codes de l'univers conçu par l'auteur et l'histoire racontée. Ce type d'incohérences sont souvent celles qui le deviennent a posteriori parce que l'histoire évolue et l'auteur ne peut pas penser à tout. En tout cas, quoi qu'il arrive, la plus grande incohérence aujourd'hui,
aujourd'hui et que tu ne sois toujours pas abonné, Après, en même temps, les gars, il y a quoi One Piece, c'est à quoi? C'est à 30 ans. Ça y est, franchement, si le ref il a 10 incohérences en 30 ans, chapeau. à lui philosophe. Donc si tu aimes mes vidéos, En fait, tant que c'est pas des incohérences qui viennent niquer toute logique dans ton œuvre et qui viennent, en fait, niquer le fondement de ton œuvre, c'est carré. C'est des petits détails à la con, on s'en fout. Après, vous me direz, le bras de Shanks, pour moi, c'est quand même un détail important, quoi. et que tu fais partie des 80% de mes spectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu Parce qu'au final, la personne qui a fait le plus de dégâts à Shanks, il y a Barbe Noire, tu sais, qui a griffé. D'ailleurs, ça, on a toujours pas d'éléments par rapport à ça. Il y a Barbe Noire qui attaque l'œil de Shanks, mais en fait, le monstre marin, c'est celui qui a fait le plus de dégâts à Shanks, en fait. Hein. peux laisser un pouce bleu, c'est super, c'est un petit Vraiment, geste hein. mais qui change vraiment tout pour moi. Sans plus tarder, découvrons les prochaines incohérences. Cap vers l'arc Alabasta est Ok. une des plus grosses fautes professionnelles commises dans One Piece, car il faut parler Faute professionnelle, carrément. de Vivi Nefertari, la Ok. princesse d'Alabasta qui, pour sauver son pays et défaire les imposteurs voulant s'emparer de son royaume, a adopté l'identité de Mist Wednesday Oui. au sein du Baroque Works afin de les infiltrer et tenter de comprendre qui était l'ennemi qui causait du souci dans ce royaume. Jusque-là, tout se tient, alors qu'est-ce qui, à mon sens, est de l'ordre de l'incohérence? Évidemment, comment le Baroque Works a mis autant de temps avant de comprendre sa vraie identité? Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vrai, genre, ils ont pas fait de recherche avant, ils l'ont prise comme ça. Pensez-y, Crocodile, le chef du Baroque Works, est obsédé par la prise de contrôle d'Alabasta. Il a des infos sur la famille royale, sur l'armée rebelle, sur l'existence d'un poneglyphe. Il sait même que le poneglyphe de ce royaume est lié à l'arme antique Pluton. Le Baroque Works possède un tas de données sur le royaume d'Alabasta. Par contre, il laisse la princesse du royaume qu'il convoite infiltrer son réseau de criminels. Ok, soyons sérieux une seule seconde. L'auteur a fait sous-entendre que Robin et Crocodile savaient, mais qu'ils ont volontairement fait exprès de se faire prendre en filature, tout simplement car cela les amusait. Sauf que ça Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, mais je vois pas l'objectif, en fait, je vois pas l'intérêt de faire ça. colle pas du tout avec le personnage. Même dans le récent chapitre 1100, on voit à quel point il est méticuleux lorsqu'il demande à Robin d'éliminer un bateau qui avait vu un navire de Dance Powder, la substance Ouais, mais donc ça se trouve, il savait vraiment pas. Mais alors, c'est vrai, comment elle a fait pour rejoindre le Baroque Works? Comment elle s'est missée dans tout ce bordel, en fait? à l'origine du conflit d'Alabasta. Et puis même, parmi tous les chasseurs de primes de Whiskey Peak, personne n'a pu faire le lien entre ces deux personnages, surtout qu'en même temps... Alors, en vrai, j'ai peut-être quelque chose pour justifier ça. Alors, certes, Crocodile est méticuleux, manipulateur, il a toutes les cartes en main et le mec a certainement 50 épisodes d'avance, mais si il a pu choper autant de data, c'est aussi grâce à Nico Robin. Et il savait pas que Nico Robin allait lui mettre à l'envers. Il savait pas. Parce que Nico Robin, faut pas oublier qu'elle a fait ses propres recherches. Il faut pas oublier que Nico Robin aussi, de base, c'est quelqu'un qui se renseigne énormément, c'est quelqu'un qui a énormément de culture, c'est quelqu'un qui espionne indirectement sur plein de choses. Donc en fait, je me dis que à ce moment-là, je pense que Nico Robin savait que Vivi était la princesse Nefertari Vivi, mais qu'elle a pas informé Crocodile et qu'elle a préféré voir ce qui allait se passer, voilà, pour au final peut-être soit se libérer des chaînes de Crocodile pour pouvoir repartir de plus belle, soit pouvoir rebondir. En fait, elle avait le cul entre deux chaises et en fonction de la situation, soit rester avec Crocodile et voilà, soit elle trouvait une porte de sortie et elle se taillait parce que Alabasta était tombé et Crocodile était tombé aussi, tu vois. Donc en fait, je pense que ça vient plus du fait que Robin, elle ait gardé ça pour elle, tu vois. Que Miss Wednesday apparaît, la princesse d'Alabasta vient de disparaître. Et c'est pour ça que Mr. Five appelle cela une faute grave. En vérité, le fait que le Baroque Wars géré par Crocodile et Nico Robin ont volontairement laissé Vivi intégrer leur organisation, ce qui au passage a totalement foiré, est juste un prétexte trouvé par l'auteur. Parce que le twist est qu'à l'origine, Miss Wednesday n'était pas censée être Vivi. Oda Ah bon lui-même a révélé dans le 21e Ok. logbook que l'idée de cette double identité lui est venue très tard, uniquement après avoir dessiné Vivi les cheveux détachés pour la première fois. L'auteur a trouvé qu'elle avait un look de princesse et a donc décidé de faire de l'agent du Baroque Works la princesse d'Alabasta. Non, Bah en vrai, il a bien fait parce que c'est un très beau perso, hein. ce n'est pas de l'improvisation, c'est de l'art. C'est là qu'on touche à la magie d'Oda, car même si, encore une fois, on peut trouver cela incohérent, cela s'est transformé en une des intrigues majeures et une des plus captivantes de la série. Parce que même maintenant, enfin, elle est recherchée, enfin, à l'heure actuelle dans One Piece, Vivi, elle est très importante. C'est peut-être l'une des princesses les plus importantes aussi, hein. Recherchée par Imu, tout ça, enfin. Personnellement, moi, la saga Alabasta, c'est la saga qui a fait de One Piece mon manga préféré. On a voyagé aux côtés de Vivi, de Whiskey Peak, à Little Garden, Drum, Nanohana, Yuba, Alubarna. On s'est lié à elle, on s'est investi dans son combat pour sauver son pays. Cela a enrichi l'histoire en donnant une profondeur inattendue à son personnage. Et croyez-moi, si Miss Wednesday et Vivi n'avaient pas été deux personnages différents, on ne se sentirait pas autant investi dans les histoires de Nefertari d'Ilili
et de sa C'est fuite vrai. actuelle. C'est Alors vrai. oui, du point de vue logistique, ça ne tient pas la route de risquer un plan d'une dizaine d'années par amusement, mais en termes de narration, c'est un coup de maître. Mais Alabasta a aussi été le théâtre d'une scène qui est aujourd'hui considérée comme une incohérence. Car on ouvre un vieux moment de One Piece qui aujourd'hui est souvent reconnu comme une incohérence par la plupart des fans. Au chapitre 169, Oh, Pell, bah ouais, bah alors là, moi j'ai rien à dire pour Pell. J'ai rien à dire. lorsque Pell, le garde d'Alabasta, dévoile son fruit du démon de type Zoan, il affirme que son fruit du faucon fait partie d'une liste restreinte de 5 fruits du démon, donnant la capacité à son utilisateur de voler. Bon, Ok. aujourd'hui, on en a plus que ça. Rien qu'avec Pell, Marco le fait. Alors, peut-être que. Alors, moi, encore une fois, c'est pas parce que il y a un personnage qui dit quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement contre mes propos, tu vois. Mais c'est pas parce que il y a un personnage qui dit quelque chose que c'est forcément vrai. Là, encore une fois, je pense que Pell n'a pas la science infuse. Je pense que Pell ne connaît pas tous les fruits du démon. Voilà. Il y a des ragots qui se racontent qui font que, je pense, Pell, dans les ouvrages, dans les trucs comme ça, avait la data comme quoi il y avait que 5 fruits du démon du type Zoan qui lui permettaient de voler. Voilà. Qui permettraient de voler. Phoenix, Kaido le dragon, King le ptéranodon, Kabu le scarabée, Bian l'abeille, et peut-être même Lafitte qui semble avoir un pouvoir permettant de voler. Et encore beaucoup d'autres fruits du démon qui donnent indirectement la capacité de voler, mais qu'on ne citera pas, car ceux-ci dépendent plus de l'ingéniosité combative du possesseur Ouais, que c'est du vrai, ouais. pouvoir en lui-même. Comme Ouais, c'est pas naturel de voler, tu vois. Par exemple, Luffy qui vole, c'est pas naturel pour lui. Flamingo qui attache ses fils au nuage, voire Fujitora qui fait flotter la roche en dessous de lui. Aujourd'hui, on cite cela comme une incohérence alors que ce n'en est tout simplement pas une. Car un détail important dans One Piece n'est pas ce qui est dit, mais qui le dit. L'univers de Eiichiro Oda nous a déjà démontré qu'il fallait prêter attention car une vérité est soumise à qui contrôle l'information. Et la source principale d'informations sur les fruits du démon dans One Piece est bien sûr l'encyclopédie des fruits Ah du oui, démon. c'est ça, Dans ouais. le monde de One Piece, c'est un ouvrage recensant les pouvoirs, les noms, la forme et la couleur des fruits du démon. Mais comme vous l'avez compris, c'est un ouvrage qui évolue avec le temps. Par exemple, lorsque Kaku et Khalifa obtiennent leurs fruits du démon, l'outil affirmera que ces fruits ne sont pas Ah, encore ils sont même pas dans l'encyclopédie, ouais. Donc en fait, voilà. Genre, ils se basent sur des ouvrages, voilà, qui sont pas mis à jour. mentionnés dans cette encyclopédie. De même pour Vegapunk, qui explique que l'ancienne encyclopédie des fruits du démon ne mentionnait pas de Gomu Gomu no Mi. Donc au moment où Pell prononce cette phrase, il part de la version de l'ouvrage que lui a lu. Bah Et oui, c'est peut-être ça. que celle que lui a lue ne mentionne que 5 fruits du démon, donnant la capacité de voler. Ce n'est donc pas une incohérence qu'il y ait plus de 5 fruits du démon qui permettent de voler uniquement via le pouvoir intrinsèque du fruit. En fait, c'est logique. Moi, je sais pas pourquoi la commu a dit incohérence, ouais, non, c'est mal fait, nan, nan, alors que. Enfin. Cette phrase de Pell, Même sans avoir vu la vidéo, tu comprends pourquoi il dit ça en fait. accord total avec l'univers que Eiichiro Oda a construit et le personnage qui est Pell, un gardien d'un royaume sur Grand Line. Si par exemple cette phrase avait été prononcée par Vegapunk, là ça aurait déjà été un peu différent. Ouais, par bah contre, ouais, ouais. le prochain moment dont j'ai envie de parler constitue aujourd'hui selon moi une incohérence. Le Haki Ah. annule les effets provoqués par un fruit du démon. Oui, Ça c'est ce qu'on avait vu, ouais. Je crois que c'était épisode 600 ou 700, je sais plus, mais ouais, le Haki peut. Le Haki de toute façon c'est l'entité suprême quoi. c'est bien ce qui nous a été montré par Trafalgar Law. Attention, c'est différent du simple Haki de l'armement qui permet de toucher les fruits du démon de type Lodia, ou les Paramecia qui modifient la structure du corps. Ici, on parle de tout ce qui est produit par les effets d'un pouvoir, comme Fujitora qui augmente la gravité autour du corps d'une personne, Trafalgar Law qui téléporte un individu, ou le découpe en recollant ses membres, Jewelry Bonnie qui fait rajeunir quelqu'un, Perona qui crée des émotions négatives chez une personne, voire même être changé en jouet par Sugar. Il faut aussi différencier ces effets des effets provoqués par d'autres facteurs, comme le Melo Melo no Mi de Hancock qui marche tant que la cible succombe au charme de l'utilisateur. Law avait déjà indiqué cela lors de la bataille sur le toit de Nigashima, lorsqu'il affirmait ne pas pouvoir téléporter Big Mom et Kaido dû à leur Haki trop puissant. Ah oui, et c'est face ça. à Doc Q, l'auteur nous a fait une belle démonstration de ce procédé dans le chapitre 1063. Vu comment cela se passe, on dirait que l'utilisateur doit consciemment charger son Haki pour contrer cet effet. Et en soi, c'est pas plus mal, ça permet de contrer pas mal de fruits du démon puissants. Mais lorsqu'on fait un retour en arrière, il y a plein de moments où on a vu un personnage puissant, maîtrisant le Haki, se faire avoir par ce genre de pouvoir. Un exemple nous vient encore une fois de Law lui-même, ou dans l'arc Dressrosa, on l'a vu à plusieurs reprises téléporter de Flamingo. La première fois on peut se dire qu'il ne s'y attendait pas, mais normalement, après, t'es censé être sur tes gardes, sans oublier que Doflamingo est un utilisateur du Haki des rois. Il possède lui aussi un Haki puissant. Et bon, ça se trouve, peut-être que l'ex-capitaine Corsair ne savait pas du tout qu'un tel pouvoir existait. C'est possible, hein, en vrai. Hein. Est-ce que Doflamingo utilisait consciemment
inconsciemment son fluide, en vrai. Il y en a plein qui ont le haki, il y en a plein qui ont le fluide royal et tout, mais qui savent pas qu'ils l'ont. Bah, lui, il le sait, tu vois, genre lui, il le sait qu'il a le haki royal, mais tu sais, il faut aussi l'apprivoiser son fluide. Il faut l'apprivoiser son haki, tu vois, faut s'entraîner. Luffy, s'il avait pas fait l'entraînement avec Riley, oui, il a son fluide, il fait ses trucs, mais avant l'entraînement avec Riley, il utilisait son fluide, mais inconsciemment, hein. Il faisait même pas exprès. Mais si tu ne maîtrises pas la puissance que t'as en toi, bah ça sert à rien, en fait, ton fluide, il sert à rien. Hein. Alors qu'on se dit que la justification pourrait venir d'un écart de haki. Même si Doflamingo possède un haki puissant, l'écart avec celui de l'eau n'est peut-être pas assez grand pour que le démon céleste puisse l'empêcher de le téléporter. En vrai, c'est grave possible. Moi je vais appeler ça le haki naturel. Il y a ta puissance de haki naturel, donc fluide royal, tout ça. Puis après, il y a ton niveau de maîtrise de fluide. Mais tu peux très bien ne pas avoir le fluide royal, je pense, et avoir une meilleure maîtrise de ton fluide comparé à un utilisateur, comparé à un gars qui a le fluide royal mais qui a aucune maîtrise de son fluide, tu vois. Donc pour moi, la maîtrise du fluide est plus importante, je pense. Même si au final, à niveau égal, s'il y a un mec qui a le fluide royal, il sera forcément supérieur à un mec qui a juste le fluide, quoi, en fait. Le fluide, parce que vraiment, le fluide royal, ça rajoute tellement de choses avec les revêtements, les trucs et tout à droite à gauche. Enfin, ce qui nous amène à l'autre exemple, toujours dans l'arc de Dressrosa, qui est Sugar avec son Hobby no Mi. Elle a changé en jouet pas mal d'utilisateurs du haki. Cavendish, Sai et surtout Don Shinjao, autrefois un grand pirate, possesseur du haki des rois, qui, malgré les années, on peut dire, l'a toujours, en démontre son combat avec Luffy dans le Colisée. Et vous allez me dire... Ça, le HDR et tout, mais c'est en fait, il faut une maîtrise de cette énergie, pour moi. Et ça en fait partie. Si tu n'as pas... En fait, tu peux avoir le fluide royal, mais le fluide royal, il se déclenche en fonction de ta volonté, en fonction de plein de facteurs qui font que... Voilà, tu vois. Mais regardez, Luffy contre Kaido, comment il utilise son fluide royal déjà, c'est pas du tout la même chose que quand on est à Dressrosa où voilà, on essaie de l'apprivoiser, on essaie de l'utiliser différemment, tu vois. Et se protéger grâce au fluide, je pense que si t'es pas entraîné, tu peux pas le faire. Et c'est dur, hein, c'est dur. Que sur le coup, ils ne s'y attendaient pas, qu'ils ne sont pas dans leur corps, et donc ils ne peuvent pas utiliser leur haki pour ressortir de cet état, comme l'eau changée en femme l'avait fait. Or, le haki est une force de l'esprit. Il peut être utilisé même si l'esprit d'un individu est dans un autre corps, comme la fois où Sanji, dans le corps de Nami, a utilisé le haki de l'observation. Vous allez me dire, oui, mais Sugar donne des ordres à ses jouets, mais cela fait partie de son pouvoir justement. Normalement, plusieurs utilisateurs du haki auraient pu s'en sortir. Et même si c'est le cas, Kiros aussi est un utilisateur du haki, qu'il a enseigné à Rebecca d'ailleurs, et il était un jouet n'ayant pas reçu d'ordre de la part de Sugar. Peut-être que finalement, aucun d'entre eux était au courant que ce pouvoir existait. C'est totalement possible. En fait, pour moi, c'est pas une incohérence dans la mesure où c'est pas parce que t'as le fluide que tu sais l'utiliser. Et pour moi, c'est une phrase importante, les gars. C'est très important. Je pense qu'il y a plein de mecs qui ont le haki, mais qui l'utilisent inconsciemment et qui ont pas cette culture de attends, mais je peux faire quelque chose avec, tu vois. Parce qu'il faut l'avoir l'information, comme quoi tu peux te protéger des fruits du démon, comme quoi nanana. Et une fois que t'as l'information, faut savoir l'utiliser en conséquence pour te protéger. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que les mecs qui ont cette maîtrise du haki, il y en a pas beaucoup. Alors peut-être que le haki de Sugar était trop puissant par rapport à tous ces autres personnages. Bref, je pense que c'est bien que cela soit officiel. Cela permet de rééquilibrer certains pouvoirs, sinon Doflamingo pourrait contrôler Garp et Sengoku comme il l'a fait avec Sanji. Bonnie pourrait remettre Barbe Noire comme un enfant et on s'en sortirait plus. Par contre, une fausse incohérence qu'on peut souvent entendre est l'absence du haki avant l'ellipse. Et ça, il faut en parler. On dit souvent que... Attends, ça c'est faux ça. Absence du haki avant l'ellipse, mais alors justement, c'est ça qui est bien au final. Quand tu remates l'ellipse, quand tu remates de East Blue jusqu'à Marineford, en fait tu te rends compte que le haki a été là depuis le départ. Juste la scène où Shanks il perd son bras, il utilise son haki. Hein. Quand il regarde le monstre des mers, il utilise son haki. Après il se chie dessus le monstre marin. Il y a, je sais plus, il y avait une scène avec un taureau, je crois, Luffy et un taureau. Il y avait la scène, le HDR là, le HDR à Marineford où il éteint tout le monde. Il y avait la scène aussi de Luffy, je crois, avec les loups à Punk Hazard. Enfin, tu vois, il y a plein de scènes où t'as de l'utilisation de fluide. Le haki avant l'arc Sabaody n'était pas vraiment établi et que c'est vraiment à partir de ces arcs Sabaody, Amazon Lily qu'il devient vraiment bien clair dans l'œuvre. Et c'est faux, parce que le haki présenté par Rayleigh juste avant l'ellipse a existé dans toutes ses formes avant le manga. Dès le chapitre 1, Shanks utilise le haki des rois et le réutilise même au chapitre 439. C'est vrai. C'est vrai qu'on comprenait pas, le mec qui marche comme ça, tous les PNJ s'endorment. Première fois qu'un personnage semble éveiller son haki, c'est Zoro pendant son combat contre Mr. One, où ce qu'il semble décrire ressemble beaucoup au concept du Ryuo expliqué dans l'arc Wano. Et c'est officiellement
notamment Barbe Noire, qui utilise ce terme pour la première fois, en disant que Luffy ne pouvait pas avoir une prime d'uniquement 30 millions de berries avec un tel haki. Sur Skypiea, le haki de l'observation est bel et bien présent, sous ce qui était appelé mantra. Quant au haki de l'armement, on l'a vu avec Sentomaru, sur Amazon Lily, ou encore juste après Enies Lobby, quand l'équipage le haki était déjà là depuis le début. demande pourquoi Luffy a mal quand il reçoit des coups de son grand-père. Mais certains fans estiment que certains personnages de One Piece pré-Ellipse auraient dû utiliser le haki. On explique par exemple que les agents spéciaux du gouvernement mondial auraient dû maîtriser ce pouvoir. Et bien personnellement, quand je vois la technique 6 pouvoirs gun de Rob Lucci, j'ai l'impression qu'on retrouve les principes du Ryuo expliqués dans l'arc Wano. Et on peut même comparer certaines techniques des 6 pouvoirs à ceux du haki. Je dirais même que les 6 pouvoirs sont comme un entraînement vers le haki. Dans la partie pré-Ellipse de One Piece, il n'y a que Crocodile pour qui on peut dire que c'est bizarre que ce personnage c'est vrai que Crocodile, pour le coup, le mec a mis toute sa force liée à son fruit du démon, mais c'est vrai que c'est très chelou qu'il n'y ait pas de fuite, quoi. À ce moment-là. Peut-être que le secret de Crocodile, connu par Ivankov, est lié à cela. En tout cas, peut-être, hein. On ne peut pas dire que les 3 types de haki n'étaient pas préparés, ni non prévus. C'est même l'inverse. L'auteur a glissé toutes les facettes de ce pouvoir avant de l'expliquer clairement. Et quant à pourquoi la couleur de l'armement n'était pas visible avant l'ellipse, eh bien simplement, on peut dire que c'est parce qu'on suit l'histoire par le prisme de Luffy. Mais bon, assez parlé de haki, et retournons vers les fruits du démon. Une belle incohérence de One Piece est bien sûr celle du passé de Sanji. Rappelez-vous du moment où Luffy coule après avoir vaincu Don Krieg, le cuisinier se demande pourquoi Luffy ne remonte pas. Zeph lui explique que les possesseurs de fruits du démon coulent automatiquement une fois tombés dans l'eau, ce que semblait ignorer Sanji qui s'est ensuite empressé d'aller sauver Luffy en plongeant. Or, dans l'arc Thriller Bark, au chapitre 464, on apprend que Sanji a lu l'encyclopédie des fruits du démon lorsqu'il était enfant. Voilà, encore une fois, je vais faire l'avocat du diable, mais l'encyclopédie des fruits du démon, c'est comme un Pokédex des fruits du démon. Donc pour moi, quand on ouvre un ouvrage qui va nous parler de fruits du démon, genre, ok, page 1, t'as le fruit d'Ace, ça te décrit les capacités du fruit d'Ace, du fulgurofruit, des trucs et tout, et puis voilà. Mais ça te dit pas, note, attention, si vous tombez dans l'eau, vous vous noyez. C'est une encyclopédie qui est là pour décrire les capacités des fruits du démon. Je pense pas qu'elle est là pour dire, attention, si vous mangez un fruit du démon, vous allez vous noyer. Passage qui nous est montré en animé dans l'arc Whole Cake durant son flashback au sein des Germa 6. Mais du coup, si il a lu l'encyclopédie des fruits du démon, alors ce n'est pas cohérent avec le fait qu'il ne savait pas la malédiction derrière ces fruits. Et vous allez sûrement me dire qu'il y a plusieurs encyclopédies et que finalement, peut-être que celle que Sanji a lue ne faisait pas la mention d'une malédiction, faisant de chaque utilisateur une enclume. Or, les paroles de Sanji disent le contraire. Le personnage dit bien, un seul d'entre eux, en parlant de fruits du démon, est parvenu à susciter mon intérêt, le seul qui selon moi justifié d'être maudit pour le restant de ses jours. Donc ah oui d'accord, ah ouais bah non bah là on peut rien dire. Ah ouais, là je suis d'accord là, bah du coup là on peut rien dire. Oui, chercher le fruit de l'invisible, s'il utilise ces mots là, c'est sûr que c'est... Ouais, j'ai rien à dire là-dessus. Sanji était bel et bien au courant qu'il y avait une malédiction derrière les fruits du démon. Ainsi, c'est une incohérence. À moins qu'il avait oublié, et c'est quand il a vu Robin se faire coller par Absalom qu'il est devenu jaloux et qu'il s'est rappelé d'un de ses rêves. En parlant de Robin, elle est liée à la prochaine incohérence, qui est même devenue une fausse controverse. C'est mon incohérence perçue par les fans que je préfère. Parce qu'en fait, cela montre que la plupart d'entre nous avons commencé One Piece en animé. Je parle bien sûr du changement de couleur de peau de Nico Robin. Tous ceux qui ont regardé l'animé l'ont remarqué, Robin était bronzée au début de One Piece, et puis au fil des années, sa peau a blanchi petit à petit. Et quand elle revient après l'ellipse, elle est devenue totalement blanche. Un gros changement qui ont poussé même... Après c'est ça de traîner avec les révolutionnaires, hein, là-bas il doit faire froid. Certains à dire que la Toei Animation blanchissait ses personnages. Parce que Robin n'est pas le seul cas, des personnages comme Zoro ou Usopp semblent aussi avoir changé. Certains fans ont tenté d'expliquer que c'est parce que Robin avait la peau bronzée due au soleil d'Alabasta et qu'elle a perdu son bronzage avec le temps. Ce qui ne colle pas, étant donné qu'elle avait cette couleur de peau dès son enfance sur l'île d'Ohara. Donc le fait que Robin soit devenue blanche après l'ellipse constituerait une incohérence. Mais non, le problème est bien plus simple que ça. Robin n'a jamais eu la peau bronzée dans le manga. On le remarque sur les pages couleurs officielles de l'auteur, sur les couvertures de tomes et les color spreads. Pareil pour sa mère, Nico Olvia. Le problème, c'est qu'au moment où la Toei Animation doit introduire Robin dans l'anime en avril 2001, il n'y a pas encore de couleur définitive de Robin qui existe, à part la couverture du chapitre 160, mais qui peut ne pas être définitive, et donc la Toei a dû passer cela à la trappe, et s'est dit, au pire, Oda peut s'adapter. Donc à mon avis, ils ont voulu improviser et faire leur propre couleur de Nico Robin. Sauf que sur le tome 21 paru en décembre 2000... Donc c'est juste une incohérence liée à l'anime quoi. C'est l'anime qui a fait n'importe quoi. Oda dessine encore Robin avec sa vraie couleur de peau. L'auteur la gardera tout le temps sur
tous ces tomes. Donc forcément, au bout d'un moment, voir un personnage important qui n'a pas les mêmes couleurs sur les tomes et sur l'animé, ça pose un problème. Sauf que changer la couleur d'un personnage d'un épisode à l'autre, ça paraît quand même bizarre. Ainsi, j'imagine qu'ils ont profité de la partie où les Mugiwara reviennent après les livres de 2 ans, avec tous des chara-design Ils se sont dit que ça allait passer comme une lettre à la poste. modifiés pour remettre la vraie couleur de peau de l'archéologue. Et en soi, c'était le meilleur moment pour le faire, même s'ils avaient déjà commencé avant lorsque Robin était à Tequila Wolf. C'est un cas qui est arrivé plusieurs fois dans One Piece. Par exemple, la couleur des yeux de Mihawk n'est pas jaune-orangé, mais rouge comme ceux de Imu. À la base, Kuma devait avoir une veste orange, mais cette fois, c'est l'auteur qui a suivi le coloris qu'a donné l'animé. Par contre, stylé en vrai. je n'ai jamais compris pourquoi la Toei persiste à mettre les yeux bleus à Robin alors qu'elle a les yeux marrons. Donc il n'y a rien d'incohérent, c'est simplement une question d'improvisation et de communication. Et justement, la communication et l'information jouent un rôle important dans la prochaine incohérence. Bon, là il faut qu'on parle des 4 rods de poneglyphes. C'est pas vraiment une incohérence parce que jusqu'à présent les inscriptions sur les pierres restent un mystère. Mais dans le principe des rods de poneglyphes qui nous a été expliqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas au point qu'il est possible de trouver Loftel sans avoir les 4 rods de poneglyphes. D'après Inuyarashi, chaque stèle rouge indique un emplacement différent. Et lorsqu'on les connaît tous et que les 4 points sont reliés sur une carte, alors au centre apparaîtrait la destination finale. Le mot ici qui est très important est centre, parce qu'en fait ça crée une situation assez drôle. D'ailleurs le même schéma est redessiné par l'auteur lorsque Goldie Roger explique à Barbe Blanche le principe des rods de poneglyphes. Vu que tracer les 4 lignes est nécessaire, alors logiquement on se dit que si un des 4 rods de poneglyphes a disparu, impossible de trouver Loftel. D'où l'énigme du 4e poneglyphe disparu, qui était autrefois celui des hommes poissons. Et du mystère de l'homme à la marque de feu, un homme qui serait la clé de ce rod poneglyphe. Mais en fait, géométriquement, si tu sais que les lignes se coupent au centre, et je dis bien encore une fois au centre, alors tu peux trouver Loftel uniquement avec 3 rods poneglyphes. Ouais. Avec 2 rods poneglyphes, il est impossible de savoir si on est sur une diagonale. Ouais, mais oui, on va à 3. Mais tu seras pas aussi bien précis qu'à 4. Hein. Ou non. Mais avec 3 rods poneglyphes, on sait qu'au moins une des lignes qu'on a est une diagonale. Et donc on peut étudier toutes les possibilités, et voilà. Ouais, mais qui va se faire chier à faire ça en fait? Ce mec, c'est sur des milliers, des milliers et des milliers de kilomètres, il faut garder le même cap, hein. Vous êtes devenu le roi des pirates, vous avez le One Piece, et tout est bon. Non mais s'il vous plaît, on vit dans un monde où les scientifiques peuvent créer du sang, des clones, des cyborgs, une petite figure géométrique, c'est faisable. T'envoies toutes les informations à Aokiji qui suit une ligne droite avec son vélo, et le tour est joué. Évidemment non, en réalité ce n'est pas si facile dans le monde de One Piece. On ne navigue pas sur Grand Line aussi facilement. La navigation se fait par champ magnétique, d'île en île, et cette mer est reconnue comme le cimetière des pirates. De deux, ça ne marche que si nous sommes sur des coordonnées en 2 dimensions. En 3 dimensions, ce n'est pas possible. Plus globalement, il faut toujours 3 satellites pour trouver une position en 2 dimensions, et 4 satellites pour trouver une position en 3 dimensions. Mais du coup, c'est marrant parce que Inuyarashi parle de tracer les lignes sur une carte. Mais j'imagine qu'à mon avis, c'était une façon de parler. 2-3, ce n'est évidemment pas le thème de One Piece. Luffy ne fera jamais ça, il est avant tout intéressé par le voyage, c'est pourquoi il a crié sur Usopp quand le sniper voulait demander à Rayleigh des informations sur le One Piece. Donc, Rayleigh, il aurait tellement pu nous niquer notre voyage, les gars. quoi qu'il arrive, En vrai, c'est vraiment ça qui est cool, c'est l'aventure qu'on veut. Hein. Moi, je vous avoue, personnellement, je m'en fiche de savoir ce que c'est le One Piece. C'est le seul truc qui sera chiant, c'est quand on trouvera le One Piece, ce sera la fin du voyage. Là, l'aventure est tellement plus belle que la finalité, je trouve. même si Luffy venait à avoir les 4 rods de poneglyphes maintenant, il ira quand même jusqu'au bout du log pose, soit l'île de Lodestar. Évidemment, encore une fois, on ne sait pas réellement ce qui est écrit sur les 4 rods de poneglyphes, et les 2 schémas montrés doivent être des versions simplifiées du vrai procédé. Surtout que Inuyarashi n'est pas vraiment allé sur Laftel. Il est rentré sur Wano pour aider Dame Toki qui était tombée malade. Et même quand Goldie Roger explique le fonctionnement à Barbe Blanche, lui non plus n'a pas encore déchiffré les rods de poneglyphes. Mais bon, tout ça ce n'est rien par rapport à une des fausses incohérences dans cette communauté concernant l'éveil des fruits du démon. On accuse souvent l'auteur d'avoir rendu incohérent l'éveil des Zoan dans le manga, car depuis Egghead et même depuis Wano Kuni avec Yamato et Luffy, les éveils de fruits du démon de type Zoan sont présentés avec un nuage de flammes autour du corps, alors que les Zoan éveillés vus précédemment n'en possédaient pas. Est-ce que vous vous souvenez de Doflamingo et de son explication sur l'éveil des fruits du démon au chapitre 785? Il posait la première pierre de ce concept en insistant sur la patience nécessaire à l'éveil. Crocodile, par ailleurs, avait utilisé le terme éveil pour décrire les gardiens Zoan d'Impel Down, qui, soit dit en passant, ne s'enveloppaient pas de nuages autour de leur corps. Et donc aujourd'hui, nous avons une ribambelle de Zoan. Ouais, mais alors attends, pour moi, les gardes d'Impel
Impel Down, c'est des mecs qui se sont fait consumer par leurs propres fruits, non? Parce que si t'as la volonté, tu peux réussir à contrôler ton Zoan éveillé, si je dis pas de bêtises. Alors, si l'esprit va avec le fruit, c'est carré. Et il sombre pas dans la folie, tu vois. Genre, Lucci, il a pas sombré dans la folie. Comment il s'appelle? L'autre fou. Kaido, il a pas sombré dans la folie. Enfin, il y en a plein qui ont pas sombré dans la folie, tu vois. Zoan éveillé de Lucci à Kaku, et là la confusion commence. Pourquoi ces éveils ne se ressemblent-ils pas tous? Mais ce que certains appellent incohérence n'est rien d'autre qu'un oubli d'une précision. Rappelez-vous, Shakad clarifiait que l'éveil n'était pas une simple amélioration, mais un chemin vers un contrôle absolu, une maîtrise totale du fruit du démon. Les gardiens d'Impel Down étaient certes éveillés, mais pas maîtrisés, et surtout dominés par la volonté animale de leur fruit. Un membre du Gorosei... Ouais, bah en fait c'est ça, c'est plus le fruit qui domine le corps, alors que Rob Lucci, quand il est éveillé, bah en fait c'est lui qui fait qu'un avec le fruit, et c'est lui qui a sa volonté propre, tu vois. Là les pauvres gardes, ils sont, c'est même plus eux-mêmes quoi, c'est des mecs, des bêtes de foire. Explique que les Zoan ont leur propre volonté. C'est pourquoi ils étaient devenus des monstres sans parole, tapant sur tout ce qui bouge. Quant à Kaido et son absence de flamme sur Onigashima, c'est un mélange de circonstances. On peut dire qu'il utilisait son nuage de flamme pour faire voler Onigashima, et donc il ne l'avait pas autour de lui. Ainsi, tout ça n'est pas une incohérence. Tout comme un tas d'incohérences propres à l'anime One Piece qui sont donc de fausses incohérences, car elle n'existe pas dans le manga. Zoro qui coupe de l'acier dans l'épisode 59, alors qu'il apprend à le faire bien plus tard dans l'arc Alabasta contre Mr. One. Bon après l'anime, voilà, genre bon, allez, on a pris des libertés, on s'est fait plaisir. Dans l'épisode 119, l'apparition d'un poneglyphe dans le désert d'Alabasta, qui est totalement fissuré, alors que ceux-ci sont réputés indestructibles. Encore une fois, un rajout de mais ça c'était un filler, non? Je crois. Enfin, l'épisode où ils sont en dessous là. L'anime n'existant pas dans le manga. Mais je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant la question est, est-ce que c'est cohérent ou incohérent qu'on n'ait jamais vu la mère de Luffy? Eh bah sache que j'en parle dans cette vidéo là qui s'affiche juste ici, qui va te retracer toutes les origines de chaque membre de l'équipage. Sinon, porte-toi bien, et moi je te dis à l'année prochaine. Non les gars, c'était intéressant. Moi je trouve qu'au niveau des incohérences, ça va. Ça va, à part le truc de Sanji par rapport aux fruits et par rapport au fait qu'il savait pas que Luffy, quand il tombait dans la flotte avec un fruit du démon, bah il pouvait se noyer. Après les autres, moi je trouve que tout est explicable ou expliqué ou va être expliqué. Voilà, genre on n'est pas sur des incohérences qui font que l'œuvre elle va être totalement détruite et on va se dire ah non mais c'est bon, j'arrête de regarder One Piece. Non, je peux pas, c'est pas cohérent. Bon voilà. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et bah prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.